Je me rappelle du 350e anniversaire de Montréal. C'était en 1992. J'avais 10 ans. J'allais à l'école Saint-Gérard dans le quartier Villeray. Nous avions appris une chanson pour célébrer l'occasion que nous allions chanter dans le cadre des festivités entourant l'événement. Nous étions fiers de Montréal. Nous avions eu les Olympiques qui avaient laissé le superbe stade. Dans ce même stade rempli jouaient les Expos de Montréal avec une équipe étoile à l'époque. Les Canadiens allaient remporter la Coupe Stanley peu de temps après et nous allions devenir la métropole d'un Québec-pays en 1995 pour le référendum. Montréal était à ce moment, à mes yeux, une cité digne des autres grandes de notre monde. Une forme de chauvinisme enfantin me poussait à comparer tous les endroits que j'avais la chance de visiter à Montréal, et j'en tirais souvent la conclusion que Montréal était supérieur. Puis vint le référendum. J'avais 13 ans. J'étais incapable de saisir l'importance du moment et j'ai ainsi évité le traumatisme de ceux qui l'ont pleinement vécu. J'ai par contre débuté ma vie politique dans le Québec post-1995, qui s'est révélé une suite de morosité et de déclin des indicateurs nationaux. Ma première vraie campagne électorale était celle entourant les fusions municipales et la mairie de 2002. J'avais 20 ans. J'ai milité pour les fusions et la candidature de Pierre Bourque. J'ai perdu. Et le PQ a également perdu contre Jean Charest sur la question des fusions peu de temps après. Depuis ma naissance, j'ai connu Montréal relativement francophone. Je suis né sur la rue Christophe-Colomb en 1982. Mes parents étaient comme tous les autres du plateau Montréal à cette époque. Des boomers proto-hippies, jeunes proprios d'une maison semi-délabrée dans le plateau Mont-Royal. Mon père était un immigrant métèque qui travaillait pour le PQ et faisait de la charge de cours à l'UQAM. Ma mère, une Québécoise de Chambly, fille d'un fermier ayant fondé un petit empire de la mécanique agricole et lourde, elle avait étudié l'horticulture et avait une boutique de plantes coin Mont-Royal. Leur entourage était du type intello-bobo du début des années 80, pas trop loin des personnages de Arcan dans le déclin. Je me rappelle très jeune les promenades au parc Laurier et le zoo du parc La Fontaine. On allait en métro à l'UQAM et on se promenait à travers ces tunnels remplis de fumée de toutes sortes. L'UQAM avait encore sa cascade dans l'agora avec les poissons rouges dans le bassin en bas. J'adorais cet endroit. J'adorais le métro et me promener à Montréal. On a ensuite déménagé dans Villeray après un interlude d'environ 1 an en République dominicaine. C'est dans ce quartier que mes racines ont prise. Tous ceux qui ont grandi avec moi à cette époque gardent une nostalgie et une loyauté spéciale envers Villeray. Ce quartier avait quelque chose de particulier, à l'image de Montréal. Nous étions un groupe mélangé, avec des origines diverses et chacun une espèce de spécificité particulière. Mais nous étions de Villeray et de Montréal en premier. Nous étions tous francophones et québécois. Peu se revendiquaient d'une autre origine comme identité principale. Les cas que j'ai connus sont survenus plus tard à l'adolescence ou adulte, cas où la personne a parfois un peu renié son identité québécoise. Mais rarement les gens allaient renier leur identité à Villeray. Le quartier avait une saveur particulière. Un mélange de classe ouvrière et jeune bourgeoisie plus institutionnelle. Un mélange de Québécois francophones et d'immigrants qui se faisait naturellement dans la Concorde. Un mélange de jeunes propriétaires qui achetaient des vieilles maisons pour les réparer et des locataires de toutes sortes qui défilaient dans les nombreux appartements du quartier. Des commerces artisanaux tenus par des familles locales où on connaît tout le monde et où tout le monde nous connaît. Des simples boulangers au casse-croûte, du coiffeur au couturier. Les enfants jouaient au hockey dans la rue et criaient « Voiture » quand passait une voiture. Les ruelles étaient pleines de jeunes qui couraient l'été et jouaient dans la neige l'hiver. Les immigrants grecs, italiens et portugais avec des communautés importantes et parlaient anglais et votaient pour les libéraux et votaient non. Mais ils parlaient tous français de façon presque impeccable et étaient parfaitement intégrés. Même les vieux immigrants de ces communautés suivaient très bien les nouvelles au Québec et la politique en détail. Les enfants étaient avec nous à l'école et jouaient au hockey au parc avec tout le monde. Notre génération a toujours été exposée à accepter la différence culturelle, raciale, religieuse, sexuelle. Je ne me souviens pas d'un moment où le système scolaire ne nous a pas enseigné ces valeurs et pourtant nous étions toujours dans la CECM qui était la Commission des écoles catholiques de Montréal. Alors que je devenais un adolescent puis un jeune adulte, mon terrain de jeu s'est grandement élargi. On allait à la Ronde, la Plaza Saint-Hubert, le Mont-Royal, le centre-ville. On était libre d'explorer tout ce que la ville avait à offrir comme plaisir. On visitait nos amis des autres quartiers. On découvrait Antique, Hochelaga, Verdun, Rosemont. Je découvrais aussi le Montréal anglais qui se cachait de l'autre côté de Saint-Laurent. Chaque quartier avait un caractère unique, chacun un certain charme qui le distinguait des autres. On pouvait se rendre partout en bicyclette ou en métro et autobus. On cohabitait tous ensemble, vélo, piétons, auto.
Je ne me souviens pas vraiment d'avoir entendu les gens se plaindre des voitures dans Villeray, surtout quand on dort constamment sous les murmures de la 40. Montréal avait tout. Elle était une grande ville digne des plus grandes. Puis il y a eu une défaite référendaire, puis le gouvernement libéral, puis Gérald Tremblay, puis Justin Trudeau, puis Valérie Plante. Le Québec s'est comme mis en boule dans un coin recroquevillé, paralysé par la peur de s'affirmer. Pendant que les Québécois sont en crise existentielle, Montréal se fait lentement diluer. La passion a quitté Montréal, les gens n'y croient plus. On est incapable d'assurer la survie d'une équipe de la Ligue canadienne de football et de la MLS. Alors que Toronto empile les équipes, Montréal est relégué au niveau de Winnipeg ou Ottawa. On me dira que ce n'est que du sport, mais c'est un indicateur du dynamisme économique et culturel de la ville. Il n'y a pas de cohésion à Montréal. La société s'est effritée au rythme de l'immigration massive, de la multitude de condos et la forte mobilité due à la spéculation et les horreurs locatives comme Airbnb. Alors que la ville était déjà mise à mal et face à une anglicisation rampante due aux 15 années du règne libéral, l'administration Plante s'est attaquée aux petits propriétaires pour les chasser de l'île, la vidant ainsi d'un de ses groupes de base pour les remplacer par des acheteurs de condos et des immigrants. Montréal a alors accéléré sa transition vers une ville moderne X où règnent l'anglais et les centres commerciaux. Ils sont également en train de créer une enclave embourgeoisée faite de quartiers dits orange autour du plateau, des quartiers comme Villeray. Là où Villeray avait une faune alimentaire faite des groupes immigrants et de la classe ouvrière locale, tous ces commerces ont disparu au profit de cafés et épiceries fines anonymes, restaurants haut de gamme éphémères et autres commerces spécialisés et dispendieux. Pas que je sois opposé à ces commerces comme tels, mais la nouvelle réalité économique du coin et l'augmentation de la densité de population par la construction de méga complexes de condos fait bondir les prix de l'immobilier et des loyers, surtout commerciaux. Tous les commerces originaux que je fréquentais ont tous lamenté qu'ils ne peuvent plus se permettre des loyers que demande leur location. L'administration Plante a négligé notre quartier et passé grossièrement les rues en revue pour y poser des pistes cyclables et y rendre de façon non nécessaire la conduite plus compliquée. Résultat, beaucoup de frustration, beaucoup de gens qui brûlent des feux rouges ou des stops, qui passent par les ruelles où le trafic a énormément augmenté. Notre qualité de vie a descendu. L'administration refuse d'écouter la population. Ils appliquent de façon aveugle un plan de conversion de Montréal en ville pour bicyclettes. Une ville qui est sous la neige et la glace une journée sur 2 dans l'année, en plus des jours de pluie. Un plan absolument absurde. C'est une folie totale qui nous coûte des milliards de dollars. Le pire, c'est que les électeurs de Villeray vont probablement voter à nouveau pour elle en 2025. La majorité d'électeurs du quartier votent à gauche, peu importe la réalité ou la situation. Je constate combien Montréal a changé et s'enfonce jour après jour. Je comprends que la ville doit faire des travaux et qu'ils sont inévitables à un certain point, mais le niveau de désordre et de chaos sur les routes depuis quelques années est simplement impossible à justifier. Sans compter que les plus grands projets s'en viennent, comme le Mont-Royal et Henri Bourassa. Montréal va lentement devenir une simple grande ville anonyme et sans ambition par absence de cohésion sociale. Qu'est-ce qui rend Montréal différente de Toronto ou Buffalo ou de Détroit en ce moment? Rien. Ce qui la rend différente, c'est son cœur qui bat en français, mais ses habitants semblent inintéressés et sa mairesse en avoir presque honte. Sans un projet national qui peut allumer une certaine flamme, Montréal et le Québec sont voués à se dissoudre. Avec un pays duquel elle serait la métropole, Montréal retrouverait une raison d'être, une fierté décomplexée. Montréal devrait être une des grandes villes de référence du monde. Nous pourrions accueillir les plus grandes universités et des clubs sportifs de toutes les ligues, les plus grands événements et la flore culturelle la plus fertile. Pour avoir ce dynamisme, il faut une cohésion sociale et économique. Il faut que Montréal cesse d'être un pion colonial de Ottawa qui est constamment mis à la remorque. Quelque chose est pourri à Montréal et il faudrait un sérieux ménage des institutions publiques et des politiciens en place. Sans l'indépendance et le reste du Québec, Montréal n'a pas les outils pour être prospère à long terme. Il faut que le reste du Québec participe au triomphe de sa métropole. Montréal a aussi sa communauté anglophone qui est unique et un dossier trop complexe pour être exploré ici. Je dirais seulement que je trouve que le mouvement souverainiste gère mal le dossier des anglophones. J'y reviendrai dans une capsule seule, car c'est vraiment un sujet qui mérite d'être plus exploré, mais la réalité du monde anglophone est dans l'ADN de Montréal et il faut en prendre compte. J'ai été plus tard dans ma vie guide touristique à Montréal. J'ai fait visiter chaque coin de la ville à des centaines, voire des milliers de gens de partout dans le monde, par toutes les températures.
J'ai toujours transmis aux gens mon amour de Montréal et le plaisir qu'on prend à s'y promener par tous les sentiers les plus étranges, découvrant toujours quelque chose de nouveau, même après des décennies, mais sans jamais se sentir en danger ou quelque part où on ne devrait pas être. Je sens qu'on perd ce sentiment tranquillement et que les nouveaux habitants ont oublié ce que c'était avant. Ce n'est pas si loin. On peut y retourner si on arrête de faire les mêmes erreurs. En attendant, Montréal suit le même parcours que la majorité du reste de l'Occident. Les populations natives disparaissent lentement dans une indifférence inexplicable et se fait remplacer par des vagues d'immigrants qui importent malgré eux ou volontairement les problèmes qui minent leur pays d'origine. Nos politiciens et nos médias en redemandent, pris depuis des années dans une spirale culpabilisante où chaque remise en question de l'ordre nouveau est brûlée au bûcher de la vertu woke. Pendant ce temps, Montréal s'enlise dans les débats les plus ridicules, les drag queens, les toilettes non genrées, le racisme systémique, les territoires non cédés. Les politiciens en font une obsession et déploient plus d'efforts et de moyens là-dessus que sur la gestion normale de la ville. Les commerces ferment, les investisseurs fuient, les sièges sociaux s'en vont. Montréal n'est plus une ville en croissance, c'est une ancienne métropole qui sombre dans l'anonymat. Ceux qui arrivent et font fortune n'ont aucune allégeance à notre ville. Beaucoup iront simplement réinvestir dans une autre ville semblable mais plus dynamique, comme Toronto ou Houston ou n'importe quelle autre ville en Occident qui applique le même modèle d'immigration massive couplé à une gentrification ciblée de certains quartiers. C'est un mauvais jeu à jouer et en plus, on perd. Il y a 1000 solutions à trouver aux 1000 problèmes de la ville. Mais la base demeure un changement total de l'administration. Alors que les élections arrivent à grands pas en 2025, malheureusement, aucun opposant sérieux ne se présente devant Valérie Plante. Inutile de dire que 4 années supplémentaires de ce régime serait une catastrophe qui nous enverrait encore plus loin dans les méandres. En attendant, nous sommes toujours là, les Montréalais qui tiennent le fort, ceux qui aiment leur ville et qui vont rester pour la défendre. Les gens passent dans le coin, mais nous, on reste ici. On vient d'ici, on est né ici. Merci. N'oubliez pas de commenter, d'aimer ou de partager. Et bonne journée.